Alors, chers amis d'Odessa, mesdames et messieurs, bonsoir. Et permettez-moi tout d'abord de remercier Isabelle Minerovski pour son aimable invitation qui me donne le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Un grand merci aussi à son époux Nicolas Ferry pour l'organisation de cette visioconférence qui nous permet de communiquer hors Covid, si je puis dire. Un mot aussi sur le titre de cette intervention. Il dérive directement de l'exposition qui a eu lieu, alors le titre vous le connaissez, Les Parisiennes d'Odessa et l'art des artistes russes en France au début du XXe siècle. Alors je disais, pourquoi ce titre, pourquoi ce titre, Les Parisiennes d'Odessa? Simplement, il dérive directement de l'exposition qui a lieu au musée d'art russe de Ramat Gan, près de Tel Aviv, il y a quelques années, et qui s'intitulait Les Parisiens d'Odessa. Il s'agissait alors de remettre en lumière ces émigrés qui avaient fui par le port d'Odessa, le plus souvent après la Révolution d'octobre 1917, et qui avaient choisi Paris comme lieu d'exil. Par ailleurs, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est avec l'accompagnement d'un diaporama que nous allons procéder avec des photographies qui illustreront notre propos. Dans deux parties d'égale importance, nous replacerons d'abord notre sujet dans son contexte de guerre et de révolution, entre 1905 et 1922, disons, et nous essaierons de mieux comprendre pourquoi 3 millions de Russes ont émigré en raison de circonstances tragiques qu'ils ont poussé à quitter ou à fuir leur pays. C'est dans ce cadre que nous évoquerons l'émigration russe à Paris, en particulier à Montparnasse, que l'on a pu appeler le shtetl de Montparnasse. Dans une seconde partie, nous présenterons successivement le parcours de chacune de nos 5 Parisiennes d'Odessa, en nous attachant à leur personnalité et à leurs œuvres les plus caractéristiques. Vous avez ici, sur vos écrans, donc 3 photographies, car ces Parisiennes d'Odessa étaient tellement peu connues actuellement que je n'ai pas pu trouver des photographies des 2 autres. Alors, nous avons sous les yeux ici, à gauche, la princesse Anna Grigorievna Gagarina-Sturza. Ensuite, et je dirai plus tard évidemment à qui nous avons affaire ici, la deuxième photographie donc au centre est celle de Katia Granov, qui avait une grande galerie de peinture à Paris, et à droite de l'écran, nous avons une photo d'Asia Granaturova, qui a été un des modèles les plus remarquables de l'entre-deux-guerres, avant d'avoir d'autres occupations, en particulier d'être actrice au cinéma. Les autres personnes que l'on ne voit pas ici, qui ne sont pas représentées, sont Mania Mavro, qui était aussi peintre, et Sonia Ruchina, qui était aussi peintre. Alors, ce que je vais faire, donc, dire quelques mots sur notre contexte. Il faut bien voir qu'après la révolution d'octobre 1917 et jusqu'à la guerre civile la fin de la guerre civile en 1922, une partie des habitants d'Odessa était composée de personnes qui avaient déjà fui plusieurs régions de l'Empire russe en raison de l'avance de l'armée rouge vers le sud. Elles avaient choisi cette grande ville portuaire, Odessa, pour prendre éventuellement le bateau de l'exil, si cela s'avérait nécessaire. Avant même l'arrivée définitive des bolcheviks à Odessa, en février 1921, beaucoup pensaient partir en France, avec laquelle s'étaient souvent créés des liens plus ou moins étroits, qui étaient favorisés évidemment par une connaissance très répandue de la langue française. Pour mieux voir les causes réelles qui poussèrent tant de Russes à émigrer, nous avons la chance de pouvoir convoquer ce soir un témoin exceptionnel, un peintre, lui aussi trop oublié, Ivan Vladimirov. Il était le fils d'une Anglaise et d'un père issu d'une famille de prêtres orthodoxes. Or, au début de la période soviétique, dans le climat suspicieux de l'époque, il avait donc beaucoup à se faire pardonner, fils d'une étrangère et fils qui est né dans une famille de prêtres. C'est pourquoi, sans doute, il s'engagea dans la milice de Saint-Pétersbourg en 1918-1919, tout en peignant des scènes de rue qu'il parcourait. Alors, nous allons regarder un certain nombre de ces... Alors là, c'était
le contexte, une sorte de chronologie sur laquelle je peux passer en réalité rapidement, pour arriver ici à ce premier tableau de ce peintre Ivan Vladimirov, qui était né en 1869 et qui est mort en 1947. Vous voyez que nous avons ici une scène très dramatique, c'est celle que l'on appelle le dimanche sanglant à Saint-Pétersbourg, lorsque une délégation très importante, une foule très importante, s'est approchée du palais d'hiver, ce qui a évidemment provoqué une méfiance extrême des autorités russes, qui à ce moment-là ont mis des soldats devant le palais d'hiver pour effectivement montrer leurs armes et finalement pour tirer sur cette foule où l'on voit ici plusieurs justement personnes qui sont tuées. Ça a été un des drames, si vous voulez, et une sorte de prémisse des révolutions suivantes, comme je le dis en février et octobre 1917. Et nous verrons ici à droite Bitch. Bitch veut dire le fouet en russe. C'était un hebdomadaire culturel, de culture politique et de satire politique. Et vous voyez ici en 1920, le résultat pour eux, ce sont des caricatures politiques. Évidemment, le journal est publié à Paris, mais en russe, pour les lecteurs, Bratstvo, Ravенstvo, Svaboda. Donc, exactement le contraire de notre devise. Ici, nous avons fraternité, égalité, liberté. Et voyez en bas, 3 tombes, effectivement, pour montrer que ceci n'a jamais été exécuté et que ces grands thèmes étaient morts en réalité pour la Russie soviétique. Alors ici, tout ceci ce seront des tableaux de ce Vladimirov. Donc il voit dans Saint-Pétersbourg où il est en 1918-1919 la fin des ci-devant. Les ci-devant, les nobles, sont chassés de leur maison et vous les voyez ici avec la soupe du peuple, la soupe populaire si vous voulez, marcher dans Saint-Pétersbourg alors qu'une voiture des nouveaux dirigeants passe à droite. Vous voyez aussi qu'ils sont étant chassés de chez eux, ils partent avec une charrette qu'ils tirent, si vous voulez, à 3, le père est derrière, visiblement, la mère et la grand-mère sont devant la charrette, et le fils aussi tire cette charrette de leur dernier avoir, en quelque sorte, ce qu'ils peuvent emporter avec eux. Si les capitalistes, effectivement, et les ci-devant sont honnis, évidemment, par le nouveau pouvoir, vous voyez ici ce capitaliste qui est jeté dans la mer Noire, Chornoe More, ici, tout à fait le début de la propagande soviétique. Ce tableau alors de Vladimirov, c'est un tableau, on voit avancer en quelque sorte le même personnage avec sa casquette d'ancien officier, qui est la mère comme le petit garçon qui voit les nouveaux maîtres, en quelque sorte, s'amuser, faire la fête. Vous voyez aussi à droite un autre tableau. Vous voyez à gauche les mendiants, au centre le marin et sa petite amie, et à droite, ce qu'on appelle en russe mishochniki, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui font du trafic un petit peu ou qui essaient de vendre des choses pour gagner un peu d'argent et qui ont toujours un sac derrière eux, si vous voulez. Ils portent un sac très lourd, qui, là aussi, c'est leur avoir. Dès mai 1918, cette lutte contre les trafiquants et spéculateurs est exacerbée. Ils sont considérés en russe comme Mishochnik Vrag, Transporta Vrag Respubliki. Ce sont les ennemis des transports et de la République. C'est-à-dire que ceux qui essayaient de gagner un petit peu leur vie, vous voyez, écrasent, comme le montre cette affiche, ou semblent écraser totalement la population et surtout les gains que l'État peut faire dans ces usines, comme on en voit derrière, ou à travers les petites locomotives, ils sont écrasés par ce poids des trafiquants. On revient ici toujours à cette photo, cette errance donc des Blancs, des aristocrates ou des nobles, et le dernier refuge où ils se trouvent ici à droite. Après les ci-devant, on va arrêter officiers et bourgeois. Vous le voyez ici, ce sont des généraux qui sont amenés dans une sorte de remorque et qui vont très certainement être fusillés.
à côté de bourgeois. Vous le voyez comment ils sont habillés. Ce sont des bourgeois qui sont évidemment arrêtés eux-mêmes et qui vont peut-être être déportés au goulag qui se crée à ce moment-là. L'autre devise, si j'ose dire, des bolcheviks, c'est intimider, abattre, fusiller. Et là, notre peintre Vladimirov montre très bien comment cette personne devant la fenêtre tient son pistolet pour essayer de faire avouer quelque chose à cette personne que l'on vient d'arrêter. Vous voyez aussi au centre, nous sommes dans les caves du NKVD, donc la police politique, et l'on va là aussi soit tirer au pistolet sur cette personne, soit l'intimider pour qu'il avoue. Et c'est la même chose à droite. C'est vous dire combien cette idée d'abattre et de fusiller était exercée en permanence au début de la période soviétique et bien au-delà, bien évidemment. Le propagandiste aussi à cette époque joue un rôle majeur et professe évidemment l'idée de l'avenir radieux. Vous voyez d'ailleurs un soldat de la Baltique au centre de ce tableau à gauche qui surveille les paysans pour essayer de leur faire comprendre ce qu'il faut faire. Vous voyez d'ailleurs le point, la violence, si vous voulez, de la propagande de l'époque. Et à droite, c'était très curieux, c'est justement ces jeunes bolcheviques, vous les voyez encore, vous les voyez en train de fumer, les trois devant, ils sont avec leur papajas, ce sorte de chapeau, si vous voulez, que l'on porte en Ukraine en particulier, et toujours un marin de la Baltique, puisqu'ils ont joué un rôle décisif dans le coup d'État d'octobre 1917. Alors, dans cette période, on voit la femme au combat, et on voit à côté ce qu'Alexandra Kollontai appelait l'amour comme un verre d'eau, avec ces deux soldats soviétiques qui amènent effectivement cette jeune personne. Ce qui est intéressant aussi dans ce tableau à gauche, c'est que cette combattante est aussi une femme sérieuse, déterminée, comme je l'indique, et elle lit. Ceci est très important, évidemment, dans la mythologie soviétique. Ici, nous avons un autre thème développé dans ces tableaux, humilier les anciens profiteurs. Vous voyez qu'ici, il y a des femmes du peuple, une femme du peuple, une petite fille mendiante, et à côté, une ancienne bourgeoise, si je puis dire, qui fouille dans les ordures. Ici, à droite, nous avons une photo, un tableau plutôt extrêmement important. Ce sont évidemment les prêtres qui sont considérés comme les anciens profiteurs et qui, sous la surveillance d'un soldat de l'armée rouge, manient le fumier, si vous voulez, qui est une sorte de métaphore pour indiquer ce que sont, aux yeux des bolcheviks, les prêtres. On va piller aussi beaucoup. On échange ici des bons pour rien du tout sous la garde d'un soldat. À droite, ce sont les coffres-forts qui sont pillés. On pille aussi magasins et boutiques. On voit ici une personne qui boit au goulot, comme beaucoup. Ici, l'autre ouvre une bouteille. Et ces pillages vont se poursuivre dans les propriétés à la campagne, les propriétés nobiliaires. Et ceux qui ont survécu ou ceux qui peuvent s'échapper essaient de vendre quelques petites choses aux paysans du coin pour arriver à vivre. Nous avons le même tableau ici. La fumée sort déjà de la propriété de cette demeure et va brûler certainement. Nous avons aussi les anciens propriétaires, comme les pauvres, qui essaient de récupérer un certain nombre de choses pour améliorer leur maison. Et à droite, un tableau très intéressant. Ce sont les paysans qui ont pillé une propriété et qui amènent le petit garçon un tabouret, les autres, vous le voyez, une horloge, un plat ici, etc., etc. Nous avons, pour essayer de mieux comprendre des choses, une satire parisienne anti-bolchevique. Dans cette revue toujours Bitch, Le Fouet, voilà ce qu'ils disent. Le texte russe que je traduis disait « Certains se laissent enterrer sans rien dire en Russie ». Il a écrit « bourgeois », les bourgeois. Et au-dessous, certains rechignent à descendre sous terre à Paris. Vous voyez, ça c'est l'humour d'un dénommé Mikhail Linsky, qui était un caricaturiste d'Odessa et qui fait toutes les caricatures dans ce journal, cet hebdomadaire Bitch, Le Fouet, en septembre 1920.
Voilà, nous allons maintenant partir. Les exilés, les personnes qui sont descendues du nord vers Odessa, qui est un dernier refuge pour eux, vont partir en exil entre 1918 et février 1920 essentiellement. Nous avons d'abord une immigration organisée, on le voit. Ce sont des familles tout à fait bourgeoises ou aristocratiques qui attendent un bateau dans le port d'Odessa. Alors que, un an et demi plus tard, c'est la ruée, fuir, monter sur le bateau, essayer de monter sur le bateau et partir. Hein, c'est toujours le peintre Vladimirov qui a fait ce tableau beaucoup plus tard pour évidemment essayer de contrecarrer toute présentation des anti-bolcheviques. Eux montrent ce qu'étaient les Blancs qui ont voulu partir. On ne se rend pas compte des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui sont partis sur ces bateaux. Et cette photo le montre extrêmement bien. On a l'impression d'être, c'est pris évidemment sur le vif, comme les tableaux de Vladimirov. Ici, c'est une partie des troupes blanches qui va s'embarquer sur les bateaux, qui étaient extrêmement nombreux. On le voit ici, c'est une rare photographie qui montre tous ces bateaux qui, à la queue leu, partent d'Odessa ou peut-être de Crimée, puisque c'était les deux endroits où les ports pouvaient avoir de nombreux bateaux. Ils partent effectivement, première escale Constantinople, et ensuite par les Balkans, partent vers l'Italie, partent vers la France ou vers d'autres pays. Voilà, je m'arrête ici. J'ai voulu vous montrer ce qu'étaient les troubles dans la Russie soviétique, la jeune Russie soviétique de l'époque, vue par ces peintres, vue dans les photographies. Et nous arrivons maintenant à cette émigration à Paris, qui est importante. Il y a au moins 80 000 émigrés russes qui sont arrivés à Paris et qui vont y vivre, souvent difficilement, pendant les années 20 jusqu'à la guerre. Je voudrais vous lire ici, pour comprendre ce qu'était la terreur qu'éprouvaient ces gens, la crainte effectivement d'être fusillés, ce qu'écrivait un photographe et peintre lui aussi, très connu à son époque, qui s'appelle Alexandre Fasini, qui est le frère de l'écrivain Ilf. Ce Alexandre, dit Sandro à l'époque, Sandro Fasini, écrivit au début de 1922 à son oncle new-yorkais pour lui demander de l'aider à partir comme lui aux États-Unis. Il envoie une lettre dans laquelle il dit, je cite, « Malheureusement maintenant, nous n'avons plus de choix, et choisir de rester en Russie signifie choisir la mort. Se représenter ce qu'est la Russie aujourd'hui n'est pas possible à l'esprit humain. Il faut le voir de ses propres yeux, et c'est alors seulement que l'on peut comprendre. » Fin de citation. Cependant, faute d'invitation de la part de son oncle, il va s'installer à Paris, qui était alors considéré comme la Mecque des artistes. Malheureusement, il fut arrêté en 1942 et déporté à Auschwitz, où il mourut avec son épouse. Pour essayer de mieux comprendre les mentalités des émigrés russes, il faut donc garder en mémoire l'intensité de leur traumatisme, qui les ont longtemps et profondément marqués. Ceci dit, il est clair que le phénomène de résilience, si souvent évoqué de nos jours, les a poussés à réagir pour organiser leur vie nouvelle, avec un courage, une détermination qui était souvent fondée sur l'entraide. Rappelons aussi que la géographie sociale de la diaspora, russe en l'occurrence, nous montre que le Paris russe, celui des écrivains et des artistes reconnus, par exemple Ivan Bounin ou le peintre Piotr Nilus, se trouvait sur la rive droite de la Seine, où se situaient beaucoup de théâtres et les principaux salons d'art. À l'opposé, les Russes plus modestes vivaient à Boulogne-Billancourt et aux alentours, qu'ils fussent ouvriers ou intellectuels sans grandes ressources financières. Philosophes, écrivains et poètes, par exemple Nicolas Berdyaev, Liev Karsavin, Marina Tsvetaeva, vécurent à Clamart et aux environs, tandis que les artistes d'avant-garde s'étaient attachés à Montparnasse, ainsi Natalia Gancharova,
Michel Larionov et d'autres. C'est là qu'ils ont été rejoints par la partie la plus jeune de l'intelligentsia russe, ses journaux et ses revues. Les artistes émigrés se sont alors plongés dans la vie parisienne, ou plus précisément dans le milieu cosmopolite du Montparnasse des années folles, celle de l'entre-deux-guerres. C'est la raison pour laquelle on parle de shtetl de Montparnasse. Comme vous le savez, c'est au début du XXe siècle que ce quartier de Paris devint un centre alternatif qui avait déjà attiré plusieurs artistes venus de Montmartre. Modigliani, dès 1909, puis Picasso en 1911, et bien d'autres investirent ce quartier très récent. Des nouveaux venus comme Soutine, Fujita ou Man Ray avaient élu domicile non loin de la Ruche, un phalanstère sur lequel on reviendra, qui abrita Chagall, Blinkouch, Léger, Archipienke, Zadkine et bien d'autres. Ce quartier de Paris fut bientôt perçu comme une planète des arts, et je vais vous montrer quand même quelques photos de ceci. Voilà, ils sont arrivés donc à Paris, et nous avons donc ici, voilà, au Dôme, le Dôme, comme la coupole, comme la rotonde, vont devenir des sortes de clubs, des sortes de forums où vont se retrouver beaucoup d'artistes venus de toute l'Europe. On les voit ici à la Closerie des Lilas, à la Rotonde. On voit ici ces artistes russes à Montparnasse. C'est la raison pour laquelle, si l'on a longtemps parlé pour ces artistes de l'école de Paris, c'est un terme tellement extensif qui peut comporter près de 800 artistes en réalité dans Paris de cette époque. On a plutôt parlé dans une exposition que vous avez probablement vue au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur justement Chagall, Modigliani, Soutine. On parle plutôt de Paris comme école, effectivement, car beaucoup de jeunes peintres venus d'Odessa, par exemple, ont continué leur formation artistique dans les grandes en général, c'était des grandes académies, comme on l'appelait à l'époque, dans ces académies qui étaient très connues comme l'Académie Julian, par exemple. Alors, nous reviendrons ensuite sur ceci. Nous restons dans ce quartier de Paris, Montparnasse, car il a été perçu par les artistes qui arrivaient comme une planète des arts, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui se voulait exceptionnelle, sinon unique. Et comme le disait Alejo Carpentier en 1926, elle était devenue, je cite, la République internationale des artistes. En effet, cet écrivain reprenait ici l'analyse développée 5 ans plus tôt par le rédacteur en chef de la revue Montparnasse, qui disait ceci, je cite, « Nous nous situons au-dessus, à Montparnasse donc, nous nous situons au-dessus de toutes les frontières, et un camarade peut être juif, noir, russe, chinois ou français. Est-ce que cela nous pose problème ? Montparnasse est peut-être le seul endroit au monde où il existe une véritable république internationale de la littérature et des arts. » On peut dire qu'à cette époque de l'entre-deux-guerres, vivre sur la rive gauche de la Seine, encore provinciale et moins construite, était bon marché et pleine d'attraits. Les jeunes artistes venus de différents pays y trouvaient des ateliers, mais comme je le disais, passaient au moins autant de temps aux tables de la Rotonde, de la Coupole, de la Closerie des Lilas. Ces cafés, je le disais, étaient donc des forums, des clubs de discussion et fonctionnaient comme de nouveaux carrefours des courants les plus novateurs. C'est à Montparnasse que l'on retrouve nos jeunes femmes artistes d'Odessa. Elles sont aujourd'hui quasiment oubliées, même si on peut les rattacher à cette fameuse école de Paris, selon l'expression du critique d'art André Varnaud en 1925. Je le disais, lorsqu'on parle de Paris pour école, il semble que cela beaucoup plus juste. Alors, un aperçu de l'évolution des jeunes artistes juifs à cette époque charnière a été donné par le peintre et photographe d'avant-garde El Lissitzky, qui écrivait en 1923 dans une rue berlinoise, je cite, « Nous étions toute une génération, des enfants du Heder jusqu'aux étudiants talmudistes,
épuisés par tant d'années à la seule analyse des textes. Nous emparons de crayons et de pinceaux, nous avons commencé à disséquer la nature, mais aussi à nous disséquer. Qui étions-nous? Quelle était notre place parmi les nations? Qu'en était-il de notre culture? À quoi devait ressembler notre art? Tout cela s'ébaucha dans quelques petites villes de Lituanie, de Russie blanche et d'Ukraine, pour se prolonger à Paris. Nos artistes apportent un regard nouveau, un souffle nouveau, dépourvu de tout classicisme. De cet arrachement à la religion naît un expressionnisme d'une mélancolie vigoureuse. Fin de citation. En ce sens, trois de nos artistes odessites, d'origine juive, Sonia Ruchina, Asia Granaturova et Katia Granova, vont être à l'origine d'une triple émancipation. En tant que femmes, en tant qu'artistes, mais aussi en raison de leurs origines juives. En effet, pour devenir peintres ou favoriser le développement de la peinture représentative, elles ont dû se libérer d'un diktat du Talmud qu'évoque en 1959 le journaliste et écrivain d'art Florent Felsenberg, dit Fels. Il écrit dans son livre Le roman de l'art vivant, il écrit ceci. Je cite, « L'école de Paris a permis ce miracle original. Les peintres d'origine juive ont compris que la figure humaine était nécessaire à l'expression de l'humaine beauté, du pathétique humain, fait nouveau dans l'histoire esthétique des peuples d'Israël. Force est de constater que ces artistes ont déclenché un mouvement sans précédent dans le monde juif, défiant la tradition, franchissant l'interdit de la représentation. Le premier commandement de la loi mosaïque ne dit-il pas « Tu ne referas aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou sous les eaux, ou au-dessous de la terre. » Vous connaissez bien cette citation qui est de l'Exode 20:1-4. Les recherches actuelles montrent donc que les quelques 80 000 émigrés russes qui vivaient à Paris dans les années 20, sur donc ces 80 000 émigrés, plus de 1 sur 10 étaient peintres ou sculpteurs. On a calculé que sur 750 artistes à Paris à cette époque, à Montparnasse, on compte alors 72 femmes peintres, 21 femmes peintres d'icônes, qui étaient souvent des religieuses, et 17 femmes sculpteurs. Un total de 110 femmes avec un ratio de 1 sur 7 par rapport aux hommes. Ces chiffres montrent bien que jusque dans les années 1880, le nombre de femmes artistes était relativement limité au sein de l'immigration. Il est vrai que dans l'Empire russe, les personnes du sexe, comme on disait à l'époque, n'étaient que peu ou pas admises dans les écoles de peinture. Même si les jeunes filles de l'élite sociale suivaient souvent des cours de dessin à domicile, elles ne pouvaient en faire une profession puisqu'il leur était interdit de vendre leurs œuvres. C'est pourquoi, depuis le tout début du XXe siècle, certaines jeunes femmes russes, plus ou moins fortunées, étaient déjà venues vivre pour un temps à Montparnasse, où plusieurs académies de peinture privées les accueillaient, évidemment moyennant finances. Il faut se souvenir aussi qu'à cette époque, lorsqu'un peintre encore inconnu de Montparnasse est présenté à l'anglaise Nina Hammett, qui était la reine de la bohème parisienne à l'époque, il utilisa simplement son nom et deux qualificatifs caractéristiques de ce milieu, je cite, Modigliani, artiste et juif. Mais pour autant, l'exposition récente du Mage, Chagall, Modigliani, Soutine, dont je parlais tout à l'heure, ne présente aucun tableau de nos Parisiennes d'Odessa et ne les évoque même pas. C'est dire qu'elles semblent oubliées, même des spécialistes. Je voudrais, avant de continuer sur ce thème, vous montrer très rapidement les différentes strates de l'immigration russe que vous avez pu voir ici. Aristocrates, encore fortunés, chauffeurs de taxi, ouvriers, épiciers, membres de l'intelligentsia. Vous voyez ici sur la gauche, vous pouvez reconnaître évidemment Félix Youssoupov, le prince Youssoupov, et son épouse, qui était la nièce de Nicolas II, qui est la princesse, la grande duchesse, comme on dit en français, Irina Romanova. Hein. Nous avons au centre les fameux taxis de Paris, les taxis russes,
car les militaires retrouvaient une sorte d'indépendance, curieusement en tant que taxistes, comme on dit en russe. Souvent, ils achetaient une voiture à 2 ou 3, et à ce moment-là, ils pouvaient 24 heures sur 24 servir justement, avoir des clients. Vous voyez à droite, Lavka, donc une épicerie. Il y avait beaucoup d'ouvriers chez Renault et chez Citroën d'ailleurs, et puis Berdyaev, le philosophe, à droite en bas. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'important pour nous. Voilà Linsky dont je parlais tout à l'heure, qui est à droite, là, la petite caricature de lui-même, c'est une autocaricature, qui était donc ce caricaturiste d'Odessa, qui a eu une très grande gloire à la fois dans sa ville natale et ensuite à Paris dans les différentes revues. Et ce personnage, qui est un russe émigré, qui a fui la Russie, dit ceci: lorsque je me souviens, lorsque je pense plutôt à ma malheureuse patrie qui est en train de mourir, ce repas et ce vin me semblent deux fois meilleurs. Hein. Voilà, donc pour afficher le cynisme de certains Russes qui avaient, eux, gardé un petit peu d'argent et qui s'empiffrent à volonté. Nous passons maintenant à un autre thème, si vous voulez, que je voudrais développer un peu. C'est le thème des ateliers dans lesquels nos jeunes artistes odessites ont pu continuer à se former. On peut dire que malgré les différences qu'il y a entre nos 5 jeunes femmes qui partent d'Odessa pour se retrouver à Paris, il y a à la fois une proximité plus ou moins grande avec les courants modernistes ou au contraire très conservateurs. On peut dire que, que la multiculturalité qu'elles ont héritée d'Odessa est justement ce qui va leur donner la possibilité de s'intégrer sans trop de difficultés dans le Montparnasse cosmopolite de cette époque. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que dès 1825, le tableau de gauche nous montre effectivement un modèle sans vêtements, dénudé complètement. Et nous sommes en 1825, c'est l'atelier du baron Gros, qui a été un des peintres majeurs de l'époque napoléonienne. Et vous le voyez, il n'y a que des hommes, que des jeunes hommes, si vous voulez, qui sont élèves ici. Il n'y a pas une seule femme. Alors, lorsque on peignait comme ça des femmes dénudées, il est évident que pour les montrer au public, on leur donnait toujours une référence, une teinture antique, en disant la Vénus de, etc. Ou enfin, on trouvait toujours un qualificatif pour permettre de montrer ce genre de tableau. À droite, c'est assez intéressant, ces jeunes femmes peignent chez elles, mais elles sont là dans l'atelier de l'artiste, de l'atelier d'un peintre, si vous voulez. Elles ne peignent pas elles-mêmes, elles vont se rendre compte de ce qui se fait dans cet atelier pour pouvoir continuer chez elles et travailler chez elles. Ici, je vous montre donc une photographie de cette Marie Bashkirtsev, qui a été très connue à cette époque. Elle est morte à 26 ans, elle a rédigé un journal extrêmement intéressant, et c'est elle qui a peint, elle meurt donc très très jeune de tuberculose, et sur la droite, vous avez justement un de ses premiers ateliers pour dames, comme on disait à l'époque, qui est l'Académie Julian. Et Marie Bashkirtsev s'est peinte elle-même, c'est elle qui a bien peint donc ce tableau, et elle s'est représentée ici au centre en bleu avec sa palette. Alors voici ces ateliers de dames qui étaient tout à fait isolés parce que atelier de dames et atelier d'hommes étaient complètement séparés, évidemment, à cette époque, jusqu'aux années 1870-1880. Voilà quelque chose de très différent. Nous sommes à la fin des années 20. Vous voyez ici à gauche une femme qui est nue et à droite un homme qui est nu. Hein. Donc à la fin des années 20, il y a cette possibilité d'avoir des modèles et femmes bien évidemment, comme c'était le cas, vous avez vu en 1825 déjà, mais des modèles hommes, ce qui pour les femmes était, parce que vous voyez ici il y a au premier rang que des femmes justement, puis ensuite des hommes derrière.
Ces modèles masculins nus étaient tout à fait une nouveauté à cette époque, à la fin des années 1920, était en fait difficilement compris, si vous voulez, de la majorité des Parisiens de cette époque même, alors que finalement une très grande liberté existait, et en particulier pour les maîtres, si vous voulez, comme Rodin, vis-à-vis de ces jeunes femmes. Ici, nous avons aussi quelque chose de très nouveau pour l'époque. Vous voyez cet adolescent nu qui est sculpté par une femme, Hélène Berthaud, qui d'ailleurs devait signer toujours Madame Léon Berthaud du nom de son mari Léon, justement, sinon elle n'avait pas le droit de montrer ses œuvres. Ce jeune homme, justement, a, Hélène Berthaud lui a donné un nom antiquisant, si vous voulez. Elle l'a appelé jeune Gaulois captif. Et ça lui permettait de le sculpter ainsi. Sinon, les femmes jusqu'à une certaine époque, donc vous voyez, à la fin des années 20, devaient se contenter des plâtres de l'époque antique. Voici la ruche, avec son fondateur Alfred Boucher, le sculpteur, et vous voyez les jeunes femmes nues ici, et puis les vieux messieurs qui sont là pour regarder tout ça. Alors la ruche, évidemment, est connue pour bien d'autres choses, en particulier pour avoir été, évidemment, l'atelier de beaucoup de jeunes peintres comme Chagall, de jeunes artistes ou sculpteurs, des gens comme Brinkush, le roumain, etc., etc. Alors, nous arrivons maintenant à nos 5 femmes artistes parisiennes d'Odessa. La première d'entre elles est Anina Grigorievna, une petite faute, pas Grigorievna Gagarina Sturza. Odessa 1865, Cannes 1918, elle meurt très prématurément, on va le voir rapidement. Donc, son père est donc à gauche et a signé lui-même le prince Gagarin Sturza. Ils sont à Paris, ils étaient d'une noblesse, aristocratie plutôt russo-bessarabienne, russo-moldave, si vous voulez, extrêmement fortunés, comme je vais le préciser ici. Alors, donc, Anina Grigorievna, ce sont ces 3 photos d'elle ici, dont son père, elle-même en tenue de princesse et ensuite en tenue d'artiste. Elle est née donc à Odessa en 1868 et décède prématurément à Cannes en 1918 à l'âge de 49 ans. Elle était issue de la branche odessite de l'aristocratie russo-moldave, dont le nom de famille peut être clairement retracé dans la toponymie odessite. On peut penser au plateau Gagarine, au palais des princes Gagarine, qui est l'actuel musée littéraire par exemple. Le prince Pavel Ivanovich Gagarin, un autre membre de cette famille, avait fondé à Odessa le premier théâtre russe en janvier 1846, alors que l'opéra italien y avait triomphé jusque-là. Après avoir passé son enfance en Italie, le grand-père d'Anina Grigorievna, un autre membre de cette famille, le prince Yevgeny Grigorievitch, le grand-père donc de Anina, avait été élevé en Suisse avant de devenir diplomate et d'épouser la riche princesse moldave Maria Alexandrovna Sturza. Leur fils aîné, Grigori Yevgenyevitch, est donc le père d'Anina Grigorievna, notre femme peintre, qui, entre autres choses, hérita d'une grande et belle propriété, Manzir, qui évidemment a été confisquée après l'arrivée des bolcheviks. Manzir, c'est un village, c'est le nom aussi du village, qui se situe en Bessarabie, maintenant dans la région d'Odessa. La jeune Anina est très tôt passionnée par la musique, la composition musicale et la peinture. Lorsqu'elle vient à Paris, bien avant évidemment la révolution d'octobre 17, elle entre à l'Académie Julian, puis elle a comme professeur des peintres très connus à l'époque, Carolus Durand, mais aussi Jean-Jacques Henner, d'ailleurs dont il existe un musée à Paris dans la plaine de Monceau. En 1908, Anina Grigorievna n'avait pas hésité à peindre un tableau étonnant. Je vais vous montrer ce tableau.
à côté d'autres. Alors voilà, Manzir, leur propriété, il ne reste que la chapelle, le reste a été détruit, pillé certainement à l'époque. C'est un très très beau village qui s'appelle Liesnoe maintenant. Voilà la propriété à Cannes des princes Gagarin Sturza, qui est une très belle demeure, vaste demeure, qui domine la rade de Cannes. Et ici, nous avons sur les côtés l'écriture même de la princesse Gagarin Sturza. Voici la vue de ma villa avec ma fille et moi au balcon. Je vous souhaite un aimable bonjour, Gagarin Sturza. Voilà. Ça sont des photos évidemment assez rares qui ont été retrouvées pour avoir une idée de l'endroit où il vivait et où il travaillait. Elle travaillait avec son époux, qui était un sculpteur très connu à l'époque, bien oublié maintenant aussi. Voilà ici donc une photographie de la princesse Sturza avec son mari en blanc ici, qu'elle est en train, elle, de peindre. Et nous l'avons à droite, justement. Voilà un portrait qu'elle faisait. Elle a beaucoup fait de portraits de jeunes femmes, essentiellement dans la région, dans la Côte d'Azur. Alors voilà cette peinture d'Anna Grigorievna qui a beaucoup fait scandale, Femme dormant ou Le sommeil, peint en 1913. Et je l'ai dit ici, inspiré par son ancien professeur Jean-Jacques Henner. Alors, les tableaux de droite sont justement deux tableaux peints par ce Jean-Jacques Henner, qui était donc connu à l'époque, et celui de gauche est celui d'Anina Grigorievna Sturza, Gagarin Sturza. Vous voyez qu'elle s'inspire très directement de son maître, mais le maître avait une particularité, c'est qu'il avait toujours des femmes rousses dans ses tableaux. Ça doit être une passion pour cette couleur de cheveux. Alors, ce qui est amusant, c'est que le 3 juin 1913, vit l'exposition à Cannes de ce tableau d'Anina Grigorievna. Et lorsque les visiteurs sont venus, il est venu un journaliste de la publication locale Le Littoral, qui va rapporter sa visite dans son journal. Il y note avec une certaine surprise que ce genre de peinture, en raison de sa hardiesse et de sa séduction, avait été jusqu'alors, je cite, le privilège des hommes. Mais il rappelle aussi avec humour l'humour de la princesse, qui avait déclaré 2 ans plus tôt qu'elle était, je la cite directement, fière d'avoir été la première femme honorée par son élection à la présidence d'une société d'hommes, celle des Beaux-Arts de Cannes. Donc voilà l'humour de la princesse Sturza qui revit un peu pour nous ici. En fait, Anina Grigorievna réalisait le plus souvent des affiches, des paysages, des portraits, avec un réel talent et une très bonne technique. Elle a peint en particulier ce tableau que je vous ai montré tout à l'heure, de son second mari, le sculpteur Denis-Pierre Puech, qui de son côté fit d'elle un beau buste où elle tient sa palette de peintre à la main. C'était la première photo que je vous ai montrée à droite. Alors, l'un et l'autre, avant la Première Guerre mondiale, vivaient et travaillaient ensemble dans leur grande villa Manziria, qui donnait sur la rade de Cannes, nous l'avons vu. Pendant la Première Guerre mondiale, Anine avait transformé sa villa en hôpital, et c'est avec sa fille qu'elle soigna courageusement des soldats malades. Malheureusement, elle y contracta en 1918 une maladie infectieuse qui lui fut fatale, tandis que sa fille survécut. Et sur sa tombe, son mari plaça une sculpture touchante qu'il fit alors de son épouse, celle d'une pleureuse. Je vais vous la montrer. Voilà. Ici, nous avons les armes les armoiries des princes Gagarin Sturza, et à droite, le tombeau de la princesse Anina, sculpté comme une pleureuse sur sa propre tombe. Je voulais aussi vous montrer quelque chose d'étonnant. Vous savez que l'actrice française Macha Merrill est issue des princes Gagarine. Elle est née princesse Gagarine. Et j'ai retrouvé par hasard
un portrait de sa grand-tante vers 1900. J'ai été tout à fait frappé par la ressemblance entre les deux femmes. C'est vraiment tout à fait étonnant et finalement curieux, effectivement. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la princesse Gagarine. Et je voudrais maintenant parler de la seconde peintre, cette seconde jeune femme peintre aussi d'Odessa, qui est aussi d'origine noble, beaucoup moins connue que les princes Gagarine, évidemment, mais qui est aussi d'une très très grande famille qui est en fait gréco-italienne. Son nom est en fait, elle signe toujours sous son Mavro, par exemple. Hein, c'est son nom raccourci, Magna Mavro, c'est un surnom, quelque chose, c'est Marie en réalité, Magna, mais un petit surnom. Et elle s'appelle en réalité Maria Dmitrievna de Mavro-Biasi. Donc, vous voyez, elle est à la fois grecque, elle est italienne et elle est russe, évidemment, et parle parfaitement, évidemment, le français. Alors, elle a eu, au contraire de la princesse Lourdes, une longue vie. Elle est née à Odessa en 1889. Elle s'éteint à Paris à l'âge de 80 ans en 1969. Donc, elle a vu le jour dans une famille noble d'origine gréco-italienne, je vous le disais, connue dès la fin du XVIIIe siècle. Et en 1825, plusieurs des membres de cette famille quittèrent l'île grecque de Paros et trouvèrent refuge à Odessa, car ils étaient des membres actifs d'une société qui s'appelait la Société des Amis, qui luttait contre le joug ottoman. À Odessa comme à Nikolaïev, cette famille put prospérer tout au long du XIXe siècle, en particulier grâce à l'exportation de céréales, mais plus encore grâce à des mariages qui leur étaient favorables. Ils ont alors organisé sans tarder des réseaux familiaux de commerce qui allaient de Vienne à Livourne, en passant par Leipzig, Londres et Marseille. À Marseille, justement, il y a tout un groupe de la famille qui dirigeait la banque Mavro, Neveu et compagnie. Et cette famille avait à la fois de nombreuses maisons de rapport à Odessa, à côté d'autres Grecs, Mavrocordato, Rali, Rodokanaki et d'autres. Donc, la richesse venait de ces maisons de rapport, mais surtout des navires de commerce, leurs navires de commerce, qui transportaient des cargaisons de blé destinées à l'Europe occidentale. Au début des années 1910, lorsque Magna, cette jeune femme, eut 20 ans, ses parents lui offrirent la possibilité de poursuivre des études d'art à Paris, où elle commença très tôt à exposer. Après ses études, elle retourna à Odessa, puis revint en France en 1920, juste avant la victoire finale de l'armée rouge à Odessa, en février 1921. Celle-ci signifia, là comme ailleurs, la nationalisation de tous les biens de la famille Mavro-Biasi, évidemment. Alors, je vais vous montrer, voilà, une des premières peintures qu'elle a pu faire avant 1910. Donc, elle était jeune à ce moment-là, le monastère d'Odessa, monastère d'Odessa. Alors, je vais vous montrer là un certain nombre de photos voilà, ses premiers dessins, vue de Paris et jeune fille pensive, mais aussi, vous voyez, cours de Paris, les barges qui commencent à être plus originales, car elle va évoluer de plus en plus vers un style, disons, vers le césanisme d'abord, puis le fauvisme. Le port, les voiliers. Alors, ce sont des toiles que l'on trouve, pas celle-là évidemment, mais d'autres, beaucoup dans les salles de vente à l'heure actuelle. Elle a une très grande cote en France, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis en particulier, et en Russie et en Ukraine. J'ai lu beaucoup de ventes ainsi de tableaux de Magna Mavro. Tulipe, nature morte. Elle a beaucoup de talents originaux. Nature morte au buste, par exemple, qui est un de ces tableaux qui s'est vendu assez récemment. Alors, elle s'est passionnée pour les voyages. Elle était évidemment, elle avait très peu d'argent. Son mari est mort très prématurément
après leur mariage. Et c'est parce qu'elle travaillait énormément et avec beaucoup de talent que ces toiles étaient achetées et sont toujours achetées avec beaucoup d'intérêt. Voilà d'autres tableaux. Elle avait toujours une touche très personnelle, très vivante. Voilà une cour de ferme, plutôt de style donc fauve, baigneuse au bord du lac. Voilà. Alors là aussi, c'est le thème du nu chez Mania Mavro, comme chez d'autres femmes, justement, qui se posent en s'opposant en quelque sorte. Et elle fera beaucoup de ces tableaux qui se vendaient effectivement très très bien, mais avec beaucoup de talent. Et évidemment, ce nu à contre-jour est assez remarquable. C'est toujours de Mania Mavro. Et ici, quelque chose qui me paraît très intéressant, le Mont des Oliviers à la mort du Christ, ce tableau terriblement tourmenté par justement les tourments du Christ, alors que dans le tableau de Montaigne, Christ aux Oliviers, on voit une nature totalement sereine. Les disciples qui l'ont accompagné dorment, se sont endormis, alors que le Christ vit effectivement la fin, quasiment la fin de sa vie, et est en larmes. Vous savez qu'il pleure à ce moment-là dans ce jardin de Gethsémani. Nous passons maintenant à notre troisième artiste d'Odessa, Sonia Ruchin, ou Ruchin en français Vitry, Vitry du nom de son mari. Je n'ai pas trouvé de tableau de portrait d'elle, mais j'ai trouvé un portrait de sa sœur, Anina, Ania, dite Annette, qui en 1923 s'est mariée avec un écrivain qui n'était pas assez connu à cette époque, mais qui est devenu très très connu, Roland d'Orgelès. Et elle est devenue une cantatrice qui a une certaine notoriété à cette époque. Et elle a été, si je la mentionne aussi, c'est parce qu'elle a été élevée absolument, totalement par Sonia Ruchin-Vitry, par sa sœur aînée. Elles avaient une dizaine de différence d'âge. Et lorsque ses parents sont morts, c'est elle, donc Sonia, qui l'a élevée. Voilà donc Sonia Rucina-Vitry. Voilà, elle a beaucoup de fleurs, de bouquets. De façon, c'est un art qui est beaucoup plus académique, évidemment, que celui que l'on a vu de Mavro, de Mania Mavro. Alors, elle vivait de cela et elle vivait fort bien. Vous voyez ici cette série de tous les enfants d'une famille. Chaque portrait donc est séparé et signé et daté. Ça date de 1917. Et c'était des tableaux qui étaient très bien toujours achetés par la grande bourgeoisie ou la bourgeoisie parisienne. Voilà, on les a ici en détail. Alors voilà aussi ce qu'elle faisait. Donc, elle faisait beaucoup de portraits qui s'adaptaient, vous le voyez, à la demande du commanditaire. Vous voyez cette femme des années 20, justement, à droite, très caractéristique par rapport à l'autre, qui est beaucoup plus classique. Elle a aussi fait beaucoup de miniatures sur plaques d'ivoire, dans ce style du XVIIIe siècle, dont certaines personnes raffolaient, visiblement. Voilà encore d'autres portraits. Et pour finir, justement, une femme dans le style du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle était capable de s'adapter très très bien à la demande de ceux qui voulaient véritablement tel ou tel style. Alors, nous arrivons maintenant à la quatrième peintre et modèle, surtout. Elle est née à, vous voyez, à Bogopol, qui s'appelle Pervomaïsk en Ukraine en 1911 et elle est morte à Paris donc en 1982. Voilà les photos
de cette femme très exceptionnelle qui, effectivement, a marqué les esprits et qui a été véritablement la muse d'un nombre non négligeable de peintres et de sculpteurs. Quelques mots sur sa vie. Asia, pardon, va partir de chez elle à 16 ans. Sa famille était très pauvre et elle quitte le domicile familial et commence à gagner sa vie en dessinant des motifs fleuraux pour des industriels du textile. Elle habitait alors rue de Rennes, où sa beauté sereine en fit bientôt un modèle très apprécié par les artistes de Montparnasse. En quelques années, elle fut donc considérée comme le sublime modèle, entre guillemets, qui posait dénudé, naturel et spontané. Ce fut d'abord pour les photographes de La Nouvelle Vision, ce groupe qui s'appelait La Nouvelle Vision, dirigé par Roger Schall, qu'il a découvert, Emmanuel Sougès, Rémi Duval, mais aussi plusieurs femmes photographes tout à fait exceptionnelles, en particulier Dora Maar, donc l'une des célèbres muses de Picasso, mais aussi Germaine Krull, Laure Albin-Guillot, Hergé Landau, Roger André, etc. Et comme le nota avec humour une journaliste, Frédéric Franchette, dans son article de Libération en avril 2006, l'article s'appelait évidemment, avec un certain sens de l'humour, Asia portée au nu, nu, N-U. Voilà ce qu'elle disait, cette journaliste. Chez Asia, pas de pose académique ici, ni nymphe, ni déesse. La blonde Asia se meut devant l'objectif avec une grande liberté de mouvement. Elle incarne l'idéal moderne des années 30, celui d'un corps sain, libre, en harmonie avec la nature. Camping, sport en plein air, voire nudisme sont alors en vogue. Et Asia Grandaturov est fille de son temps. Effectivement, le talent novateur des photographes et l'art dont Asia fait preuve en sa qualité de modèle hors du commun ont été parfaitement saisis en une phrase de cette même journaliste. Je cite, « Le corps d'Asia a beau être un objet, le support d'un travail visuel, c'est bien une personne qui surgit au fil des pages, le souvenir d'un être vivant ayant impressionné la plaque sensible. » Asia va donc poser également pour des sculpteurs célèbres des années 30, Aristide Maillol, Charles Despio, mais aussi Paul Belmondo et Hannah Arloff. Les peintres se sont aussi succédés, Suzanne Valadon, André Derain, Moïse Kissling, Kies van Dongen, Marcel Gromer, pour ne citer que les plus représentatifs. Alors, je vais vous montrer quelques photos complémentaires, celle-là vous la connaissez bien maintenant. Voilà Dora Maar qui a photographié Asia de façon originale, toujours par Dora Maar. Et à partir de 1929, elle devient actrice de cinéma. Elle va effectivement jouer dans une dizaine de films, 9 films, entre 1929 et 1939, comme je l'écrivais. Et ensuite, elle a cette carrière, d'abord, d'ailleurs, il faut que je le signale, d'abord au théâtre, avec Dulin, au théâtre de l'Atelier, puis donc au cinéma jusqu'en 1939. À ce moment-là, elle est dénoncée par une collègue de travail et elle est obligée de s'enfuir. Elle s'enfuit à Marseille, elle est arrêtée à nouveau par la Gestapo à Marseille, elle arrive à fuir et à se cacher, et c'est ainsi qu'elle arrivera à survivre. Et après s'être cachée assez peu de temps finalement, elle entre dans la résistance où elle a été particulièrement active. Ensuite, elle reviendra à Paris et dans les années 50, 1950-1970, elle va créer des tapisseries d'aspect plutôt mystique d'ailleurs, pour s'éteindre ensuite un petit peu après 70 ans.
Elle était donc passée de modèle à artiste, ou repassée de modèle à… Elle a été artiste au début, avec ses dessins floraux pour des couturiers, puis elle a eu cette carrière de modèle, puis ensuite il y a eu la guerre et la résistance, et ensuite elle a eu cette période plutôt mystique à la fin de sa vie. J'arrive à ma dernière jeune femme d'Odessa, Katia Granov, en russe Ekaterina Fyodorovna Granova, qui a vécu, elle, très longtemps, 93 ans. C'était une galeriste, donc de tableaux, poétesse, traductrice de poètes russes en français. Elle était née à Nikolaev, mais a passé son enfance, toute son enfance à Odessa et sa jeunesse adolescente, dans une famille juive aisée. Son grand-père était un avocat renommé, son oncle un industriel, ingénieur de formation. Après la mort de ses parents, qui survient alors qu'elle n'a que 16 ans, sa famille lui donne la possibilité d'étudier la littérature et les sciences sociales en Suisse pendant quelques années. Après la guerre civile russe et la ruine de sa famille, elle arrive à Paris en 1924, après ces années donc en Suisse. Alors, Katia Granova, voilà donc les films qui ont été tournés avec donc Assia. Ces films donc des années 30, assez connus à l'époque comme Les Yeux Noirs, comme Mayerling, Police mondaine qui était assez connu avec Jean-Louis Barrault, etc. Ici, voilà Assia dans la quarantaine et son dernier film, Le Grand Élan, qui a été tourné à Chamonix. Voilà maintenant notre dernière personne, Katia Granova, Granov plutôt en français, comme de l'époque, de la graphie de l'époque. Katia Granov, donc ses mémoires, Chemin de ronde, elle-même, donc, lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, et un de ses livres les plus connus, Les Amants maudits, avec aussi ce livre très intéressant, Poète et peintre maudit. Donc, elle a connu plusieurs de ces personnes. Alors, Katia Granov, qui est arrivée très jeune, a été d'abord secrétaire du Grand Salon artistique des Tuileries, puis a ouvert sa première galerie d'art 2 ans plus tard, sur le boulevard Haussmann. Et en 1931, elle transfère sa galerie au bord de la Seine, quai Conti, à 2 pas de la coupole de l'Académie française. Alors, l'avantage de travailler un peu sur Katia Granov, c'est qu'on voit que dès le début de ses activités, elle a défendu de jeunes artistes talentueux et exposé entre autres ses compatriotes, à commencer par Chagall, donc très très tôt, au début des années 30, si vous voulez. Après la guerre, où elle se réfugia en Ardèche, Katia Granov a également exposé des œuvres de la sculptrice Hanna Arloff. Au plan littéraire, Katia Granov a publié un recueil de poèmes, plus tard des souvenirs passionnants de ses rencontres artistiques, je vous le disais, avec pour titre Poète et peintre maudit. Quant à ses brillantes traductions de poètes russes, elles reçurent un prix de l'Académie française, et c'est dans la préface de ce livre que Katia a noté son souhait essentiel, je cite: « J'espère que les trésors de la poésie russe trouveront leur place dans l'univers poétique de la France. En tant qu'ambassadrice et traductrice, j'aimerais que ces traductions françaises de poèmes russes soient à la fois textuelles et lyriques. » À l'évidence et dans tous les domaines, Katia Granov a su, avec talent et avec force, atteindre les buts qu'elle s'était fixés. Voici un peu longuement, sans doute, ce dont je voulais vous parler ce soir. Il me semblait qu'il était peut-être utile, sinon nécessaire, de ressusciter ces 4 femmes artistes venues d'Odessa, qui ont fait leur vie à Paris et qui ont beaucoup apporté, certainement, dans la capitale. On ne peut que se réjouir de les connaître un petit peu mieux, je crois, car elles méritent certainement d'être sorties des oubliettes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo, bravo Francis pour cet exposé très érudit, et merci de nous faire découvrir aussi
ces femmes qui, effectivement, n'ont pas été, sous les feux de la rampe, comme certains hommes. Voilà, c'est très bien comme ça, vous pouvez voir, éventuellement les personnes qui vont vous poser des questions. Donc vraiment Oui. merci infiniment de nous présenter ces tableaux. C'est aussi un plaisir, esthétique parce que ce sont ces peintres femmes sont de véritables talents Tout à et fait. qu'elles méritaient aussi, d'être, connues. Donc, vous allez écrire un chapitre, dans votre livre sur Odessa, particulièrement sur ces femmes? Oui, ça sera un petit chapitre, si vous voulez. Chaque conférence est un prétexte ensuite à développer, si vous voulez. C'est toujours le début qui est un peu poussif, si je puis dire. Oh, Mais quand on a une incitation d'une façon ou d'une autre, et en particulier par une conférence, on est obligé de se centrer un petit peu sur tel ou tel thème. Est-ce que, à partir de demain, je vais me centrer sur un thème tout à fait différent, mais qui concerne toujours Odessa, avec ses multiples facettes. C'est donc les racines, alors vraiment les racines grecques d'Odessa qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant, sur lesquelles j'ai rassemblé déjà une documentation. Bon, il reste simplement à écrire une vingtaine de pages, et nous vous avoir les inviterons. photos adéquates, et puis ensuite développer ce chapitre. Voilà, mais en tout Voilà. cas, merci infiniment parce que oui, c'est effectivement et puis en plus les peintres juives, Oui, oui, c'est vrai que la représentation est interdite voilà. et que c'est toujours intéressant de voir, ces femmes Et cet déjà arrachement, il y a un juives ont certain arrachement, bien évidemment, par rapport à la tradition. oui, Voilà. absolument, absolument. Je vais poser une question à Francis. Par rapport, il a parlé pour une de son caractère ukrainien, mais les autres, c'était des Ukrainiennes ou c'était des Russes? C'était à l'époque, de toute façon, on n'utilisait pas le terme ukrainien bien volontiers. Enfin, c'était un terme presque interdit, comme il avait été interdit d'écrire en ukrainien. Ben oui. Et bon, c'était quelque chose d'important. Mais le pouvoir tsariste avait imposé le terme Russie du Sud pour ne pas qu'on écrive Ukraine. Donc c'était Russie du Sud. Et je vois que par exemple, les grands peintres d'Odessa qui sont venus à Paris, comme Piotr Nilus, par exemple, qui était un ami du grand écrivain Bounin, Ivan Bounin. Ce Piotr Nilus était le président, il avait créé une association des peintres d'Odessa, et il disait les peintres de la Russie du Sud. Hein. Alors évidemment, c'était le côté grand russe qui niait évidemment la réalité de l'Ukraine, qui ne s'est constituée en État qu'à partir de l'effondrement du pouvoir tsariste et de l'Empire russe, si tu veux. Donc, c'est vrai que comme je parle là ici du tout début du XXe siècle, où le pouvoir soviétique n'est pas encore vraiment installé, l'Union des républiques socialistes soviétiques n'est créée qu'en 1924. Mhm. Avant, on Et- parlait de la République russe. Mais c'est donc, vrai qu'elle ne se sentait pas du tout ukrainienne. Je ne sais pas si elle parlait ukrainien. D'ailleurs, quand on va en Ukraine, j'ai eu le plaisir d'aller quand même assez souvent en Ukraine, et aucun de mes interlocuteurs ne parlait vraiment ukrainien. C'est-à-dire qu'il y a des villes où l'on ne parle, l'intelligentsia, si tu ne parles pas du tout, ne veut pas parler ukrainien. Et moi-même, j'aurais dû mettre, au lieu de mettre Nikolaïev, j'aurais dû appeler Mykolaïev, si tu veux, c'est vrai. Ma question était circonstanciée parce que j'ai eu des réactions des communautés Kharkov ou Kharkiv Oui, ok. qui étaient très ulcérées Oui, d'entendre oui. parler des femmes d'Odessa alors que l'Ukraine massacrée ne se sentait pas reconnue du tout. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Mais tu as tout à fait raison. Mais quand on dit, par exemple, les Parisiennes d'Odessa, on peut dire, en ukrainien, c'est quasiment le même mot, si tu veux. Donc, on n'a pas à avoir d'hésitation en ce sens. Mais c'est vrai pour d'autres villes. Alors, si je parle, comme le livre que je prépare portera essentiellement sur la Russie du Sud, comme on l'appelait donc autrefois, avant 17 en particulier, je garderai les noms écrits en russe, en fait, et pas en ukrainien, parce qu'ils n'étaient jamais utilisés à cette époque.
tu vois, voilà. Mais je comprends qu'il faudrait, lorsqu'on parle de la période post, des années 20, des années 30 et à la suite, où le sentiment national, pas le nationalisme, mais le sentiment national a été beaucoup développé aussi par le pouvoir soviétique pour constituer ces républiques, avant effectivement qu'il y ait sous Staline une régression complète et au contraire le refus de parler de république indépendante malgré le titre officiel. Nous avons Ada qui aimerait poser Oui. une question. C'est peut-être pas ce n'est pas une question, mais plutôt une précision. Oui. Parce que je voudrais rappeler que du temps de Tsar, on ne parlait pas même d'Ukraine, mais on disait Mala Россия Oui. et Велика Россия. Sous-entendu Mala Россия, c'était petite. Russie, c'est qui correspondait à l'Ukraine. Donc il y avait même dans les mots, dans les noms utilisés pendant la période tsariste, il y avait la différence entre la grande Russie et petite Russie, sous-entendu l'Ukraine. Tout à fait, tout à fait. Essentiellement parce qu'on ne voulait pas prononcer ce mot d'Ukraine, effectivement, et parce que c'était assez humiliant en réalité de parler de petite Russie, et c'est exactement ce que le pouvoir tsariste voulait, et tous les Russes d'ailleurs voulaient bien marquer la différence, ça c'est clair. Oui. Oui. Mais vous avez raison de le rappeler, c'est tout à fait important. Oui, je crois que c'est chez Tourguenieff, je crois que c'est dans à Tseidit, les pères et les fils, il y a même toute une discussion où un personnage parle avec un accent et on se moque un peu en disant, vous parlez avec l'accent de la petite Russie. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai que, vous voyez, l'intelligentsia russe, enfin, des gens comme Piotr Nilus, ce grand peintre, Piotr Nilus ne parlait jamais d'Ukraine, bien évidemment. Et c'est pour ça que dans l'association qu'il a créée, qui était très importante à ce moment-là à Odessa, c'était vraiment l'association des peintres non pas de petite Russie même, mais de Russie du Sud. Ça allait plus loin, on gardait absolument le terme Russie. Voilà. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il préférait un terme, disons, géographique au nom de petite Russie, parce que c'est vrai qu'il s'agit quand même des régions qui sont vers le sud. C'est plus neutre que petite Russie qui est vraiment péjoratif. Tout à fait, vous avez raison. Спасибо большое за вопрос. Замечание. Juste une petite précision, à Odessa, encore et toujours, il y a cette bataille de langue entre l'ukrainien et le russe, où l'ukrainien est considéré comme, excusez-moi l'expression, la langue des bouseux, des rustres, et le russe, la langue des lettrés. Oui. Alors ça dépend beaucoup des régions, effectivement. En Ukraine, il y a des régions qui parlent vraiment beaucoup l'ukrainien, en particulier dans les campagnes, c'est vrai. Ensuite, il y a la volonté aussi du gouvernement ukrainien de diffuser beaucoup plus largement la langue du pays, malgré tout. Mais c'est vrai que lorsqu'on se déplace et lorsqu'on va dans ces grandes villes, l'ukrainien est tout à fait en retrait, malheureusement, certainement pour l'Ukraine d'ailleurs. Oui, et c'est aussi la singularité de cette ville qui a même sa propre langue, la langue odessite, donc qui est une vinaigrette, une espèce de salade composée d'un tas de langues. Et c'est toujours l'originalité d'Odessa de n'être jamais ni d'un côté ni d'un autre. Tout à fait. Voilà. Où je remercie Monsieur Comte de sa très belle conférence, et je me demandais si on avait des chances de voir ces tableaux. Ils sont dans des musées ou dans des collections privées, où peut-on éventuellement en voir une partie? Oui, tout à fait. Paradoxalement, c'est dans les ventes aux enchères que l'on voit le plus de tableaux, en particulier de Mania Mavro. C'est très curieux. J'en ai beaucoup trouvé d'ailleurs que je montre ici dans les ventes aux États-Unis, dans les ventes en France, à Drouot, dans les ventes en Italie ou en Grande-Bretagne. Et il est très étonnant de voir, alors sur Internet, malheureusement, bon, ce n'est qu'Internet, mais vous pouvez voir beaucoup de tableaux de Mania Mavro, par exemple.
beaucoup moins des autres, mais un petit peu de la princesse Sturza, par exemple, Gagarine Sturza, oui, un petit peu. Alors, on voit beaucoup de photographies, évidemment, en tant que modèle. Il y a eu une grande exposition sur notre modèle préféré que j'ai montré tout à l'heure, donc Asia Granatura, effectivement, beaucoup de très très bonne exposition. Alors, Rucina, on la voit très peu. J'ai quand même une série que je vous ai montrée, mais je n'ai jamais vu en vente dans des salles de vente, justement. C'est peut-être moins intéressant pour nous à l'époque actuelle, mais Mavro connaît un nouvel élan, un nouvel essor en tant que peintre, grâce justement à ces ventes importantes et qui toujours se renouvellent. J'étais très étonné. Est-ce qu'il y a des faux aussi qui se fait? Je ne sais pas. Peut-être pas, parce qu'elle n'est pas assez connue pour qu'il y ait des faux, probablement. Mais malgré tout, il y a beaucoup de ventes et des prix relativement élevés. Oui. Au musée du Luxembourg, il y a un certain nombre de tableaux russes et peut-être ukrainiens, enfin de ces odécites en question, parce qu'il y avait un peintre juif russe d'ailleurs, qui a été un assistant de recherche, en tout cas, qui dénichait des tableaux qui ont été achetés. Par exemple, le grand peintre Léonid Pasternak, le père de Boris Pasternak, avait un tableau qui a été acheté par justement cet assistant russe à l'époque qui travaillait pour le Luxembourg, le musée du Luxembourg, qui s'appelle À la veille de l'examen. C'est un magnifique tableau mais j'ai toujours vu dans les réserves du Luxembourg, du musée du Luxembourg, et pas malheureusement accroché. Il faudrait qu'il y ait une exposition de peintres russes dont dispose la France pour que. J'avais fait une petite collection pour le MUSEM lorsque j'étais un petit peu actif pendant une dizaine d'années à la création du MUSEM à Marseille, le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup acheté de choses russes et soviétiques, d'ailleurs, et des tableaux soviétiques aussi. Oui. Mais il y a peu de collections, en dehors des particuliers, peu de collections quand même dans les musées français. Vraiment, je suis très touchée parce que vous avez cité les noms de Léonid Pasternak. Alors, je rappelle quand même que c'est aussi un Odessite, puisqu'il est né à Odessa. Oui, et il y a quand même au musée d'Orsay, il y a deux ou trois tableaux de lui. De lui, oui, oui. Donc, oui. Ce tableau, la veille de l'examen. Voilà, il y a surtout les très connus, voilà. Parmi les premiers très connus, la veille de l'examen, absolument. Oui. Alors, je n'ai pas développé sur Pasternak parce que j'ai eu la possibilité de travailler pas mal sur Pasternak parce que lorsque j'étais en Angleterre pour mes études, mon professeur de russe était la sœur de Boris Pasternak, Lydia Pasternak, justement, et sa sœur Joséphine était là aussi. Donc, vous me direz que ça remonte à Mathusalem, hein, mais… Oui, mais peut-être précisément, comme il est mort en Angleterre, il y a plus de tableaux, puisqu'il a vécu longtemps en Angleterre. Il a vécu longtemps. Il y a plus de tableaux de Pasternak là-bas et aux États-Unis. En 1943, et dans le Grand Musée des Beaux-Arts d'Oxford, il y a justement… la famille a donné beaucoup de très très bons tableaux, des pastels par exemple, etc., de Pasternak. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et d'ailleurs, sa famille, c'est deux enfants, enfin, une que je connais plus particulièrement, qui est aussi Pasternak de nom, qui était Pasternak Slate par son père aussi. Et donc, je les ai beaucoup contactés pour l'exposition que l'on préparait sur Odessa au MUSEM et qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. On avait déjà 350 œuvres qui étaient réservées à Kiev et surtout à Odessa, mais avec les bruits de bottes de la guerre entre guillemets entre la Russie et l'Ukraine, tout a été arrêté alors qu'on avait travaillé 5 ans sur ce sujet. Je voulais confirmer que Fasini était bien dans le livre de Fenster parce que j'ai visité l'exposition Hommage il y a quelques temps, le musée où j'ai travaillé longuement avant, depuis 5 ans. Et c'est effectivement un peintre tout à fait formidable. Photographe en même temps aussi. Il était photographe aussi. D'accord. Oui, oui. Je voulais vous dire, j'ai été très impressionnée parce que vous avez montré du travail de Mania Mavro. Mavro, oui. Et j'avais une question sur ces artistes. Je voulais savoir si
elle menait un peu, comme Nina Berberova, une vie d'exilée russe qui se rencontraient souvent, ou bien si elles aspiraient plutôt à découvrir la société française et s'y intégrer. Alors, je n'ai pas beaucoup de données sur ce sujet important, effectivement. Alors, l'avantage de Nina Berberova, tellement écrit, en particulier les chroniques de Billancourt, ça vraiment, on la connaît bien. Alors, pour les autres, pour Mavro, moi j'ai l'impression que, donc, je pense qu'elle a eu une fille, son mari est mort prématurément, mais je pense qu'elle était assez intégrée, comme la plupart de ces femmes d'ailleurs, dans le milieu artistique français, parce que elle a beaucoup peint en France, c'est vrai, dans la Creuse en particulier, sur la Côte d'Azur, mais elle a aussi beaucoup peint en Italie, en particulier donc dans le sud de l'Italie et en Sicile. Mais je n'ai jamais vu moi je la connais par ses œuvres, comme on n'a même pas une photo d'elle, il est très difficile de savoir de quelle façon elle était intégrée. Je pense quand même que elle-même, comme Madame Vitry, là, avec son mari, qui est mort aussi assez jeune, s'était intégrée à la société française, je pense. Vous voyez, ce n'était pas russo-russe ou russo-ukrainien, mais plutôt franco-russe, avec beaucoup plus de franco que de russe, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'elle devait aussi se créer une clientèle. Et cette clientèle était essentiellement française. Par exemple, une amie italienne qui a un tableau de Léonide Pasternak, simplement parce que je crois que c'est son oncle, avait été peint par Pasternak à l'époque, et tous étaient, j'ai derrière moi un tableau de Karovin, simplement parce que à l'endroit où je l'ai trouvé, personne ne savait qui était Karovin, ça n'intéressait personne. Si vous voulez, la Russie écrit ici, ça n'intéressait personne. Donc, si vous voulez, il y a des Russes qui effectivement restaient entièrement en eux-mêmes, comme Karovin, justement, qui avait surtout des amis russes, et puis d'autres qui devaient s'intégrer parce qu'il fallait vendre les œuvres aussi. Donc, ils connaissaient cette grande bourgeoisie qui achetait, ou cette bourgeoisie qui achetait beaucoup, qui faisait ces tableaux. Voilà. Oui, donc, mais il faudrait avoir des liens, comme le voyez avec Isabelle Nemirovsky, avec la famille. Alors ça, j'ai réussi à le faire simplement dans un tout autre domaine, pour un orfèvre odessite, auquel on avait fait faire une tiare, soi-disant, vous savez, ah oui, oui, et cette oui. tiare en question qui a été achetée par le Louvre était un faux, voilà. fait par ce génial faussaire, Oui. mais qui ne savait même pas à l'époque qu'il était faussaire, si vous voulez. Donc, là, on peut le cerner parce j'ai la photo de son père et sa photo à lui. On voit que lui est totalement en dehors de toute religion, etc. Et on l'a fait venir en France, donc le Louvre l'a dit, mais écoutez, si c'est vraiment vous refaites une partie de cette tiare, ce qu'il a fait très bien, on l'avait enfermé, il a fait ça en jours, mais il est resté à Paris, et j'ai rencontré un de ses fils, qui est physicien, qui était au CNRS, qui est très très loin effectivement de tout cela, si vous voulez, mais qui pouvait certainement dire quelque chose. Il y avait certainement des photos de famille que l'on aurait pu utiliser. Vous voyez. Je voulais juste ajouter à ce propos, à propos de Rukomovsky, qu'au musée, nous avons le tapuscrit de son autobiographie qui a été traduite par Bernard Weisbrot, mais de façon artisanale, ça n'a pas été édité. Et c'est vraiment d'une très grande précision. Oui. L'autobiographie, vous l'avez consulté déjà? Je l'ai dans ma bibliothèque ici, justement. Mais je l'ai traduit en russe, par un ami d'Odessa, justement. Oui. Et qui a été publié, mais il y a peu d'exemplaires, c'est peut-être 300 ou 400 exemplaires, vous voyez, quelque chose comme ça. Oui. Mais je compte beaucoup l'utiliser d'ailleurs parce qu'on a une idée très juste, je crois, des relations entre père et fils, si vous voulez, de l'évolution considérable entre les deux, et aussi de son village, pourquoi il est parti de ce village, comment il a fait, alors qu'il était dans un éder évidemment tout à fait caractéristique des petits villages juifs russes, si vous voulez. Donc oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de signaler, c'est important. Merci pour votre exposé, monsieur. J'ai été très impressionné par la qualité des œuvres de ces femmes artistes.
Et je me demande, mais pourquoi ces femmes n'ont pas eu tant de reconnaissance de leur vivant? Est-ce que c'est par désintérêt et manque d'opportunisme de leur part ou tout simplement un manque de chance? Alors, je crois que quelqu'un comme Mania Mavro a eu une reconnaissance durant sa vie, effectivement. Elle a beaucoup vendu, puisque l'on trouve vraiment des dizaines et des dizaines d'œuvres en salle de vente, et je ne crois pas que ce soit des faux malgré tout. Et vous voyez, cet essor que l'on voit chez Mavro, parce que je crois qu'elle le mérite. Alors, il se peut aussi que la princesse Turza, essentiellement à cause de sa vie sociale, si vous voulez, a beaucoup moins produit, parce que Mavro a produit parce que son mari était mort, elle n'avait pas d'argent, il fallait vraiment produire, mais produire de qualité. Et c'est pour ça qu'elle a été achetée à l'époque comme elle est achetée maintenant. Pour donc l'autre, les autres, vous voyez, Granova elle-même était galeriste. Est-ce qu'elle a récupéré ou vendu des œuvres de ces 4 femmes? Je ne sais pas du tout. Elle avait aussi bien des œuvres picturales que des sculptures, mais il faudrait avoir tous les catalogues, si vous voulez, ou le catalogue de la vente après son décès, de la vente de sa galerie, qui a été reprise quand même, je crois, par un neveu ou quelque chose comme ça. C'est intéressant, mais vous avez tout à fait raison, il faudrait fouiller cette question. Moi, ce n'est qu'une approche qui, si vous voulez, rapide de tout cela, mais à ce moment-là, il faudrait, je regrette de ne plus avoir un étudiant ou une étudiante sous la main pour lui suggérer de travailler en ce sens. Voilà. Mais c'est une très bonne question.